Alexandre Delval, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors tout simplement professeur de géopolitique, chercheur en géopolitique, je travaille aussi à l'IPAG, j'enseigne à l'IPAG à Paris, j'ai enseigné à Metz, la ville où vous êtes né pendant quelques années, à l'université, j'ai enseigné aussi à l'université de Rome, l'université européenne de Rome, université catholique, et j'ai même enseigné à l'école de guerre économique, c'était mon premier enseignement dans fin des années 90. Donc voilà, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, ça c'est ma première passion. Deuxième passion, je suis consultant en géopolitique, donc je vais voir toutes sortes d'individus ou d'entités ou d'organisations internationales, et je suis consultant, donc je donne des conseils, je fais des rapports pour la géopolitique, tout ce qui est questions stratégiques, parfois même conseiller des politiques. Et enfin, troisième passion, qui est peut-être la plus excitante, j'écris des livres. Nous, les géopolitologues, c'est un peu comme les avocats, on ne peut pas se faire de la publicité, c'est notre carte de visite. Et j'ai écrit beaucoup de livres sur le terrorisme, l'islamisme, les Balkans, les relations États-Unis-Russie, toutes ces questions, voilà. Ces trois activités se valent dans votre vie ou il y en a une qui est prédominante? Question très intéressante, je crois que ça se vaut. C'est un peu, dans la même journée, je fais les trois. Et dans la même semaine, ça doit être presque un tiers, parce que écrire des livres de 600 pages, pratiquement tous mes livres sont des pavés, on ne peut pas les écrire en 2 mois, donc ça se fait au fur et à mesure. Le consulting, vous savez ce que c'est, le consulting, même le dimanche, on doit être prêt pour son client, etc. Et l'enseignement, c'est régulier, c'est plusieurs fois par semaine. Donc effectivement, je dirais que les trois, et comme c'est la même discipline, finalement, j'ai pas l'impression de faire trois choses différentes. J'ai la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir vivre de la géopolitique et de transmettre. Ce que j'aime le plus, c'est transmettre. Donc enseigner, écrire des articles, parce que j'écris aussi dans Atlantico, Valeurs Actuelles. J'ai longtemps été à France Soir chroniqueur. J'ai aussi fait des chroniques dans Figaro Magazine, La Une, même à La Une à l'époque, il y a très longtemps. Voilà, donc j'adore transmettre et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez des convictions et des certitudes à transmettre ou seulement des doutes? Oui, alors j'ai des doutes, beaucoup de doutes. En géopolitique, on a une discipline non idéologique, qui est une discipline d'ailleurs pluridisciplinaire, et on a une sorte de scepticisme naturel. Le géopolitologue, il s'intéresse au réel. Et donc le réel commande de ne pas être trop idéologue. On doit coller au réel, et s'il faut, il faut changer ses représentations quand le réel montre que ces représentations sont fausses ou désuètes. Mais en même temps, on peut chercher à tendre vers l'objectivité, parce que personne n'est objectif, mais on peut y tendre sans toutefois renoncer à un engagement personnel. J'allais dire c'est presque un peu l'intellectuel engagé. Je dirais plutôt c'est le chercheur, mais pour prouver qu'il est objectif, le chercheur ne doit pas nier qu'il a aussi des préférences. Moi, je ne crois pas un instant au chercheur qui prétend être totalement scientifique, qui n'aurait aucune préférence, aucune idée. Donc voilà, le géopolitologue, c'est le chercheur qui ne prétend pas être totalement objectif, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Même en science, des grands scientifiques m'ont expliqué que même en science, il y a de la subjectivité. Alors imaginez, en sciences molles, je parlais même en sciences dures. Donc en sciences molles, il y a aussi la subjectivité. Voilà, donc je suis engagé dans le sens où je pense que la géopolitique, c'est le rapport ami-ennemi, c'est les études de pouvoir sur des territoires, les rivalités entre les entités sur des territoires disputés. En ce sens, si je fais de la géopolitique, je dois m'intéresser à l'avenir de la France et de l'Europe, et on est un peu parano dans ma discipline. En géopolitique, on pense qu'une entité géopolitique, une nation, un État, reste lui-même que si on le défend. C'est un peu comme toutes sortes d'entités vivantes, hein. On est tous appelés à mourir. Mais l'idéal, c'est de retarder l'échéance et de faire en sorte d'être en bonne santé longtemps. Et donc, un géopolitologue n'est pas neutre vis-à-vis de phénomènes comme l'islamisme, l'immigration, les phénomènes totalitaires. Il y a des menaces qui, effectivement, peuvent détruire une nation. Et donc, un géopolitologue a l'air engagé lorsqu'il dit qu'une nation peut avoir des ennemis et qu'elle doit se préserver contre des menaces et des ennemis, mais c'est ce qu'on apprend en stratégie. Le b.a.-ba de la stratégie, c'est que oui, il existe des ennemis, oui, il existe des menaces. Ça fait partie de l'être humain. Donc, est-ce que c'est un engagement ou est-ce que c'est un réalisme? Le débat Justement, l'honnêteté, au fond, c'est de ne pas dénaturer le réel ou de ne pas l'occulter, au moins. Oui. Je pense qu'être engagé, c'est normal, être subjectif, c'est normal,
Mais ça n'empêche pas, vous me direz, c'est du en même temps de Macron. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup cette formule, parce que l'être est paradoxal. On peut en même temps avoir des idées et être d'un bord, on est situé, on est tous situés, mais en même temps, nier le réel me paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs, la négation du réel pur, c'est le propre des totalitarismes. Les totalitarismes changent le sens des mots pour ensuite ne pas décrire le réel. Et donc, un géopolitologue est rarement idéologue. On a très peu d'exemples de géopolitologues qui, bien qu'ayant un engagement en privé, agissent comme des idéologues qui nient le réel pour créer un homme nouveau. Ça, c'est une entreprise totalitaire. Alors vous me direz, il y a des géopolitologues qui étaient totalitaires. Bien entendu, on a des exemples fameux pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais depuis quelques années, en France et en Occident, la géopolitique a cessé d'être une arme de guerre, comme c'était à l'époque du pangermanisme, et c'est devenu une discipline qui étudie justement les raisons pour lesquelles les hommes peuvent s'entretuer, peuvent être en situation de rivalité ou d'inimitié. Et donc c'est très intéressant parce que cette discipline nous donne une certaine sagesse. À un moment, on est presque dans la philosophie. Pourquoi les hommes sont tout le temps obligés d'être dans des situations de rivalité, voire de guerre, alors qu'on pourrait trouver d'autres solutions? Et moi, ça me plaît énormément. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que la géopolitique est liée à la psychologie. Si vous étudiez les raisons pour lesquelles les hommes s'entretuent ou sont en situation de conflit ou de rivalité, à un moment, vous devez faire aussi de la psychologie collective. Donc cette discipline est fascinante parce qu'elle touche à tout. Il y a la guerre économique, l'économie, il y a la psychologie pour tout ce qui est manipulation, étude des comportements humains, il y a les relations internationales, la géographie, l'influence du milieu sur l'homme, comme disait mon maître, le général gallois. J'ai eu l'honneur d'avoir des maîtres illustres comme le grand gaulliste, le grand résistant, conseiller de De Gaulle pour le nucléaire, le fameux général gallois, initiateur de la force de frappe nucléaire française. Et il disait, la géopolitique, c'est l'étude du milieu sur l'homme. C'est l'une des deux définitions que j'aime bien, avec celle d'Yves Lacoste. À votre avis, les conflits, les dérives, viennent-ils des rapports de force et de la conjoncture internationale, ou peut-on relever une forme de malfaisance humaine chez certains qui implique le conflit? C'est intéressant, et cette question, elle vient, à mon avis, d'un magistrat qui connaît l'âme humaine en ayant jugé des comportements parfois extrêmes. Je souscris aux deux choses. Je pense qu'il y a des imbrications qu'on ne contrôle plus, des engrenages. La prise de l'Algérie par la France, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on dit. Il y avait tout un passif, les pirateries barbaresques dont on ne parle jamais. Ça ne justifie pas. Moi, je suis pour l'indépendance des peuples, mais même si ça ne justifie pas, ça explique aussi. Ce n'était pas juste une gifle ou une volonté coloniale. Il y avait tout un passif de siècles et de siècles d'invasion. La Reconquista en Espagne a été douloureuse pour les minorités arabes et juives. Mais si on ne comprend pas qu'avant, il y a eu des siècles et des siècles d'invasion islamique de l'Espagne, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avec Isabelle la catholique. Donc il y a un phénomène d'engrenage, action-réaction, ça c'est très bouddhiste, hein, toute action a une réaction. Mais effectivement, là je souscris à la question du magistrat. Dans l'âme humaine, il y a quand même aussi quelque chose c'est un peu Hobbes qui le dit aussi, il y a quelque chose de malfaisant, et donc l'importance de l'État, du droit, c'est de réguler. L'homme est bon pour Rousseau, pour d'autres il est foncièrement mauvais. Moi je pense que c'est les deux. On retrouve là en même temps. L'homme a un côté bon, la preuve, il aime toujours donner des justifications nobles, même pour des entreprises horribles. Même Hitler promettait 1000 ans de guerre, 1000 ans de paix s'il y avait auparavant 100 ans de guerre. Même les plus coquins, les plus terribles, les plus totalitaires essayaient de trouver des justifications qui soient du côté du bien, entre guillemets. Ils étaient du côté du bien contre les méchants. Ça prouve que l'homme a un côté bon, puisqu'il aime toujours donner une bonne raison à ses causes, même les plus horribles. Mais en même temps, l'homme a toujours aimé le conflit a toujours été caractéristique de l'être humain. Je ne pense pas qu'on puisse supprimer le conflit avant des milliers d'années. Il faudrait vraiment que l'homme, à mon avis, même change de structure cérébrale. Et c'est bien triste, mais dès lors que l'homme a ce côté belliqueux en lui,
qui parfois n'est pas une intention, mais c'est quelque chose qui se produit indépendamment même de sa décision initiale, il tend vers ça, eh bien il faut le réguler. Et donc l'importance du droit, de la justice, d'un État fort et d'un droit qui se fasse respecter par une force. Force va au droit. C'est justement le problème de nos sociétés occidentales post-68ardes et post-totalitaires. Pour éviter que nous retombions dans le totalitarisme, ce qui est une intention légitime, eh bien, depuis 68, le postulat de la gauche qui a pris le contrôle de nos cerveaux, c'est de dire, pour être sûr qu'on ne soit plus jamais fasciste, il faut finalement délégitimer l'État régalien. Le droit ne sert qu'à accomplir les devoirs, les droits acquis des gens, mais surtout pas les devoirs. La police ne peut être là que pour materner, mais surtout pas pour réprimer. Et finalement, c'est la fin du droit, parce que s'il n'y a plus la force, si l'État n'a plus le monopole de la force légitime, c'est le retour de la barbarie qui est dans l'homme. Donc je réponds par l'affirmative à votre question. L'homme a un côté barbare qui ne peut être régulé que par un État fort et une justice qui est appuyée par la force des forces de l'ordre, qui est très mal vu aujourd'hui, mais c'est... Si je vous demandais, Alexandre Delval, l'axe central de l'ensemble de vos contributions à la vie intellectuelle, enseignement, livres, conférences, quel est l'axe central de votre réflexion? Alors l'axe central, c'est ça, c'est pourquoi les hommes s'entretuent ou sont dans des situations de conflit, ils n'arrivent pas à trouver des solutions pour vivre ensemble, autres que les conflits dans de nombreux cas. Et ça a commencé par l'étude de la guerre d'Algérie. Mes parents avaient immigré en Tunisie, puis en Algérie avant d'arriver en Espagne, puis en France. C'était des Italo-Espagnols, je dirais, pieds noirisés en quelque sorte. Et il n'y a pas de trauma familial, il n'y a pas de rancune ni rien, mais j'ai toujours été intéressé par le fait pourquoi il y a eu cette expulsion de tous les habitants d'Algérie qui n'étaient pas arabo-musulmans. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Parce que tout le monde n'était pas des colons. Il y avait des Maltais, des Siciliens, qui étaient des gens très modestes. Et ensuite, j'ai étudié un deuxième grand dossier, le Liban, la guerre du Liban. Pourquoi les Druzes, les chrétiens, les chiites, les sunnites s'entretuent, les Palestiniens? Pourquoi cette guerre civile dans un tout petit pays qui était la Suisse du Moyen-Orient, où on allait en vacances, on allait y écouter des concerts des grandes stars? Tout à coup, c'est devenu le synonyme du pays de guerre civile, du pays des kalachnikovs et des milices. Incroyable. En quelques années, on est passé du plus haut degré de civilisation d'un pays arabe. Depuis déjà la Renaissance, le Liban était en contact avec les grands intellectuels italiens et français. C'était le haut lieu du savoir, du commerce, de l'intelligence au Moyen-Orient. Et c'est devenu le lieu, d'ailleurs on disait même libanisation. C'était devenu synonyme de guerre civile et de kalachnikov. Comment est-ce possible? C'est ça qui m'a fasciné. Donc encore plus encore que la guerre d'Algérie, le conflit libanais, sur lequel j'ai fait un mémoire déjà dans mes études à l'époque, de sciences politiques, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une situation de convivialité à la guerre de tous contre tous. Et ça me hante, et je pense vraiment que même s'il n'y a pas de risque de guerre civile aujourd'hui en France, je ne suis pas alarmiste comme certains, je pense quand même que si on n'introduit pas un retour du vivre ensemble et des manières de vivre ensemble, si on ne retrouve pas une solution pour que des règles communes soient respectées dans ce pays, nous irons vers un syndrome de balkanisation et de libanisation. Et c'est ça le fil conducteur de mon propos. Je ne veux pas exciter les uns contre les autres, au contraire. Parce qu'on accuse souvent les partisans des thèses de Clinton, ceux qui constatent des conflits entre humains, on les accuse d'être à l'origine des conflits. C'est comme si les gens qui font la météo étaient accusés de faire venir la pluie. Non, constater ne veut pas dire vouloir. Au contraire, plus on constate qu'il y a des risques possibles de mésentente entre êtres humains, mieux on peut trouver des solutions pour que justement ils ne finissent pas comme au Liban et dans les Balkans. Et moi, mon obsession, c'est ça. J'en parle même avec le recteur de la mosquée de Paris régulièrement. Comment pourrions-nous trouver une solution pour que Français d'origine afro-turco-arabo-musulmane et Européens de souche, entre guillemets, puissent ne pas finir comme en Afrique du Sud ou au Liban, dans des quartiers totalement séparés, et ils ne se croisent plus. Ce serait extraordinaire si on pouvait réfléchir là-dessus. Et moi, j'ai trouvé une seule solution, et c'est mon fil conducteur, le patriotisme intégrateur ou le patriotisme assimilateur. C'est bien d'accueillir tout le monde, à condition que ce tout le monde respecte des normes communes, et on ne vient pas dans une terra nullius. La France, elle a une histoire, et si on est tous d'accord sur le fait qu'on doit
respecter cette terre qui n'est pas composée que par des vivants nouveaux arrivés, mais aussi des morts, et une histoire qui est millénaire, là peut-être qu'on pourra trouver une façon de vivre ensemble. Donc c'est la patrie qui intègre. Paradoxalement, et contrairement à ce que dit l'extrême gauche depuis des années, c'est pas l'antipatriotisme et cracher sur son pays qui intègre. Il y a même des études très sérieuses de William Schultz là-dessus, c'est un grand chercheur sur la psychologie collective, et il a montré, dans sa théorie de l'auto-estime, plus une collectivité délivre un message valorisant d'elle-même et fier, paradoxalement, plus elle est capable de correspondre et d'avoir des relations correctes et respectueuses avec une autre collectivité. Ça veut dire qu'instinctivement, l'être humain ne respecte pas celui qui ne se respecte pas lui-même. Donc le meilleur moyen de ne pas intégrer et d'aller vers la guerre civile, c'est de continuer à cracher sur la France, à dire que la France elle est raciste, méchante et mauvaise, et celui qui viendra aura raison lui-même de cracher dessus. Et le meilleur moyen d'intégrer, c'est de dire soyez fiers d'être français, vous êtes dans un endroit extraordinaire. Vous êtes dans le pays de La Fontaine, le pays de Molière. C'est extraordinaire. On ne parle même pas des hommes politiques, mais vous êtes dans un pays qui a éclairé l'humanité sur de nombreuses idées, un pays qui a un magistère moral extraordinaire, que l'on vante et que l'on admire aux quatre coins du monde. Mais on ne se rend même pas compte le joyau dans lequel nous habitons. Si on avait ce message, les gens seraient fiers de venir dans ce pays et ils s'intégreraient, et même s'ils parlent leur dialecte à la maison, ils seraient quand même fiers d'être dans le pays de Molière et de La Fontaine. Ce n'est pas le cas. On nous dit que la France est horrible, qu'elle a persécuté tout le monde. Maintenant, la gauche parle même de racisme d'État. C'est même plus l'extrême droite qui est raciste. C'est l'État français qui serait islamophobe et raciste de manière structurelle. Et même certains vont plus loin, la laïcité républicaine. On ne parle pas de la France charnelle ou monarchique. La laïcité républicaine serait elle-même productrice d'un nouveau racisme qui serait l'islamophobie. On est en plein délire. Est-ce que votre vision de l'islam, de l'islamisme, du terrorisme découle de ce que vous venez de me dire? Totalement. Et j'ai été fasciné par la rencontre avec quelques grands musulmans intelligents, intellectuels, qui aiment la France d'une telle manière que je les qualifierais de patriotes. Quand je parle avec Ghaleb Bencher, qui est un très grand intellectuel musulman d'origine algérienne, quand je parle avec le recteur Boubaker, de la mosquée de Paris, qui malheureusement est conspué, y compris par les siens, mais aussi par des gens de droite qui le croient être double jeu. Je peux vous assurer, quand je parle avec ces personnes, ils me donnent parfois la chair de poule, ils vous parlent de la littérature française, de l'âme française, du panache français, des premières, secondes guerres mondiales, des morts pour la France. Avec un tel élan, on se dit, on aimerait que beaucoup de Français dits de souche aient autant de mots nobles et reconnaissants envers cette patrie. Donc, mon propos se situe là. Quand l'islam est une religion privatisée, comme le dit le recteur Boubaker, que c'est une religion spirituelle, que l'on pratique de manière privative, familiale, et qu'elle ne déborde pas sur le collectif, qu'il n'y a pas de prétention politique, chariatique, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui vivent cet islam pacifié. Par contre, quand les islamistes, et ils ont réussi depuis quelques années à atteindre leurs objectifs, arrivent à politiser l'islam, alors certains me répondront, l'islam est politique par essence. Peut-être, mais il y en a beaucoup en tout cas qui ne le politisent pas, heureusement. Moi, mon but, c'est de mettre en avant ceux qui ne politisent pas l'islam, qui ont une vision privatisée, l'islam purement rituel et fidéiste, en gros le rapport entre soi et l'au-delà, et il y en a plein qui le pensent, et ceux qui veulent politiser l'islam ou qui veulent appliquer cet islam politique, propre aux frères musulmans ou à la charia, eh bien cela pose un problème. Et malheureusement, c'est aussi simple que ça. Mais pour avoir l'air antiraciste, parce qu'on a cédé au communautarisme, et on pense aujourd'hui que l'intégration elle est inclusive et elle n'est pas exigeante, chacun reste chez soi, eh bien on a cédé aux revendications communautaristes des frères musulmans et des salafistes qui maintenant veulent beaucoup plus que le bout de l'ongle, ils veulent tout le bras et même tout le corps. Il y en a même qui veulent appliquer la charia un jour dans toute l'Europe. Donc pour vous, Alexandre Delval, l'islam modéré existe? Oui, je sais qu'on me prend pour un naïf dans mon propre camp, entre guillemets, mes lecteurs, qui sont plutôt des gens adeptes de la France chrétienne, de l'Europe judéo-chrétienne, parfois ils me traitent de naïf, mais ça existe. Regardez des musulmans comme Ghaleb Bencher, regardez Malika Sorel, des gens qui sont nés musulmans. Alors je ne dis pas forcément qui ont une foi pratiquante, mais il y a beaucoup de gens qui sont nés musulmans, qui vous donnent la chair de poule, encore une fois, quand ils parlent de la France, qui sont très patriotes. Mais il y a plein d'exemples, sauf qu'ils rasent les murs parce qu'ils sont condamnés à mort, ou ils se font frapper ou insulter, ou
ou tout simplement traité de traître. C'est pas agréable dans une communauté d'être qualifié de traître à sa communauté. Mais l'islam musulman existe, je l'ai rencontré. Je connais plein de musulmans qui ont une vie musulmane, soit réduite, soit mystique, et soufis, ou tout simplement de grands-pères. Regardez le livre de Sonia Mabrouk, la merveilleuse Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qu'elle écrit dans son premier livre? Elle relate ses échanges avec sa grand-mère. Elle dit à Tunis, ma grand-mère avait un islam pacifié, paisible, honnête, simple, un islam fait de respect, de charité. Finalement, on retrouve pratiquement le christianisme Don Camillo dans l'islam qu'elle décrit. Et dans son livre, elle montre cet islam-là. Alors, c'est peut-être pas le vrai, disent certains. Effectivement, c'est peut-être pas le vrai. Mais en tout cas, c'est l'islam qu'avaient de nombreux musulmans. Et ça leur suffisait. Ça leur donnait des réponses par rapport aux grandes questions existentielles. Et c'est le but des religions, de rassurer l'être humain sur le fait qu'on est dans la finitude et on en est conscient. On nous a joué un sale coup, l'être humain est conscient qu'il va être périssable. Et donc ça angoisse. La religion, elle a cette fonction. Et beaucoup de musulmans y croient à cette fonction de la religion. Après, il y a ceux qui veulent appliquer le vrai islam de la charia, certes. Je dis le vrai parce que c'est l'islam officiel, celui qui persécute les chrétiens dans tous les pays musulmans, c'est l'islam qui introduit la charia. Cet islam-là est problématique. Mais il existe aussi l'islam privatisé. Donc voilà, j'y crois. Je crois en l'islam modéré, quand bien même c'est peut-être pas le vrai islam. Mais c'est en tout cas un islam qui compte pour de millions de musulmans. De nombreux musulmans, des millions de musulmans dans le monde, depuis très longtemps, ont compris qu'on ne peut plus appliquer la charia qui relate des mœurs du 7e et du 8e siècle. Effectivement, c'est l'islam officiel. Mais les musulmans eux-mêmes, regardez El-Sisi, le président de l'Égypte, qui est un musulman croyant, devant les grands imams d'Al-Azhar, il a dit « Il faut que vous réformiez cette religion, parce que moi je suis croyant, mais il y a longtemps que j'ai compris que l'islam, dans ses dispositions temporelles, doit s'adapter au monde moderne. » Donc il y a des grands musulmans, y compris croyants et chefs d'État musulmans, qui le disent. Quelle est votre perception de la situation française d'aujourd'hui et peut-être pourriez-vous intégrer également votre analyse du débat sur les européennes? Ah oui, alors je pense qu'aujourd'hui la situation de la France, elle est double. Il y a un problème d'intégration. La France elle a su, comme je le dis souvent dans mes conférences, elle a su intégrer à distance des Français pendant des siècles. Il y a encore quelques dizaines d'années, on pouvait fabriquer des Français sans accent et qui se sentent français à Tunis, qui n'avaient même pas la nationalité française. Il y a des Italiens, des Juifs séfarades de Tunis qui étaient français avant d'avoir la nationalité. On les fabriquait à distance. Moi, j'ai rencontré au Liban des Français de distance. Aujourd'hui, on ne sait même plus les fabriquer dans nos banlieues. Il y a un problème. Ça montre que le problème vient aussi de la France. La France ne sait plus et ne veut plus intégrer, ne croit plus en elle-même. Le problème ne vient jamais de l'autre, c'est toujours nous les responsables. Ce n'est pas de la culpabilisation, c'est du constat. Donc il faut que nous retrouvions confiance en nous-mêmes pour que ce pays relance cette machine à intégrer, car elle peut le faire si elle veut. Deuxièmement, pour les Européennes, je trouve que c'est dommage, ce clivage manichéen entre d'un côté les européistes bobos qui seraient contre l'identité, dont Macron serait le chef de file, et ils entreraient en croisade contre les méchants populistes qui eux-mêmes seraient en croisade contre les traîtres à la nation. Ce débat est très manichéen et je trouve qu'il est triste. Je comprends qu'on veuille gagner les élections, mais d'accord, je comprends que tactiquement Macron veuille éliminer les républicains pour qu'il n'y ait rien entre lui et les extrêmes, c'est le meilleur moyen de la polarisation, mais c'est triste et ça appauvrit le débat. Je pense que Macron a aussi de grands atouts, c'est un homme extrêmement intelligent, il gagnerait, comme l'a dit De Villiers de manière prémonitoire. De Villiers l'a reçu plusieurs fois. Certains ont dit c'est bizarre que De Villiers soit copain avec Macron, parce qu'il a compris que Macron peut être l'homme qui fasse ce clivage avec les populistes et un clivage malheureux, manichéen, où on aurait le choix qu'entre le boboland financier et les populistes les plus vulgaires. Entre les deux, il y a des choses. Et je pense que cet homme, comme l'avait dit De Villiers, soit il va renoncer au thème identitaire parce que sa gauche le lui demande, parce que lui, il n'était pas contre à un moment. Sa gauche lui demande, et il a cédé à cette tentation, soit il va intégrer le souci identitaire de la majorité des Français. Il y a des sondages là-dessus. Le thème majoritaire pour les Français, c'est l'immigration. L'immigration soucie les Français. Il est quand même normal qu'un peuple décide s'il doit être transformé ou métissé ou pas. Le métissage, comme le disait De Gaulle, c'est très bien avec un certain pourcentage. Et si c'est ethnique, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si au nom de la légitimité du métissage, on doit renoncer à la culture, ce qui est beaucoup plus grave, hein.
L'ethnie, ce n'est pas un problème, on peut être un bon Français de n'importe quelle ethnie. Par contre, si on nous dit que toutes les cultures se valent, et que la charia et le foulard, c'est pareil qu'un serre-tête, là, c'est autre chose. On est dans rien, on est dans un relativisme absolu. Et finalement, si la charia, c'est pareil que la laïcité, les deux se valent, chacun doit pouvoir choisir. Ben finalement, on pourra choisir bientôt entre un tribunal normal et un tribunal islamique, comme on le fait déjà en Angleterre. Donc voilà, les Européennes, à mon avis, sont une occasion de reposer le vrai débat, qui est celui de l'identité de l'Europe. Est-ce que l'Europe, c'est un fourre-tout, comme dit Jürgen Habermas, le patriotisme constitutionnel juridique où la seule loi serait la norme et la seule valeur serait les droits de l'homme et il n'y aurait absolument pas d'identité? C'est terrifiant ce que dit Jürgen Habermas. C'est le philosophe officiel de l'Union européenne. Il dit il faut qu'il n'y ait aucune identité. L'identité doit être absente du projet européen. Nous ne sommes que de la norme. C'est terrifiant. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est ce que disait Sarkozy quand il était président. Il voulait relancer un grand débat sur l'identité de l'Europe et les limites de l'Europe. Il est grand temps que l'Europe dise « nous nous arrêtons à telle frontière ». On ne peut pas concevoir une entité géopolitique qui voudrait devenir un État fédéral et qui n'ait pas de frontières fixes. Comment ça s'appelle? Une entité qui n'a pas de frontières, c'est un empire. Et pourquoi l'Europe a des mauvaises relations avec la Russie? Parce que mettez-vous à la place du voisin, quand vous êtes un empire qui s'élargit constamment vers l'Est, un moment, la Russie se dit, le prochain, c'est nous. Il va vouloir manger l'Ukraine, après ça va être la Biélorussie, d'où les problèmes aussi qu'on a eu en Ukraine et en Biélorussie, et en Géorgie, pardon, entre Russes et Européens. Les Européens doivent être autre chose qu'un protectorat américain. Les Européens doivent être autre chose qu'un vassal de l'OTAN. Et les Européens n'ont pas à entrer en guerre avec la Russie, car la Russie, c'est l'Europe, c'est même le cœur de la civilisation en Europe. Tous les Français cultivés connaissent des auteurs russes. Il y a beaucoup de Français cultivés qui ne connaissent aucun auteur turc. Or, on a voulu à un moment faire entrer la Turquie dans l'Europe et pas la Russie. Quelle aberration! Donc l'Europe ne sait pas où elle est. Mais pourtant, elle existe. Ce qui fait l'Europe, c'est ce que disait Paul Valéry, l'influence du droit romain, de la philosophie grecque et de la pensée judéo-chrétienne qui donne la sacralité de l'individu. L'Europe devrait réfléchir sur son identité et ses limites, et là, elle pourra devenir un sujet intéressant. Mais elle ne doit pas être uniquement une norme qui casse les normes des États-nations, une machine à broyer la souveraineté. Je ne suis pas d'accord, et ça ne sert à rien, et en plus, c'est dangereux, parce que l'Europe n'est pas souveraine. Elle a enlevé la souveraineté des États-nations, mais elle n'a pas remplacé la souveraineté des États-nations par une nouvelle souveraineté supra-européenne. Et c'est ce que disait mon maître, le gaulliste résistant, grand stratège, le général gallois. Il disait « il n'y a rien de plus dangereux que la situation actuelle de l'Union européenne. Elle n'est plus un ensemble d'États vraiment souverains, puisque les États ont perdu une partie de leur souveraineté, mais elle n'est pas devenue un super-État souverain. Nous sommes un no man's land de souveraineté. Il n'y a plus de souveraineté. Nous sommes un endroit qui fait rire le reste du monde. Kissinger disait « Europe, quel numéro de téléphone ?» Les Chinois rigolent, ils disent « l'Europe, c'est rien ». Et les Turcs, ils vont voir Merkel, hein, le sultan va rencontrer le Kaiser, parce qu'ils savent très bien que le président de l'Union européenne, dont personne ne connaît le nom, Donald Tusk, qui connaît le nom du président de l'Union européenne? Moi, je fais des sondages, parfois dans les amphithéâtres de mes élèves, j'ai une personne qui connaît son nom sur 300. Donc il y a un déficit de leadership, de projet civilisationnel de l'Union européenne qui est tout simplement terrifiant. Moi, c'est en tant qu'Européen que je dis tout cela et que je dénonce cette dérive, j'allais dire, anti-identitaire de l'Union européenne. Que pensez-vous de l'état de la liberté d'expression en France, à votre avis? Est-elle en recul ou progresse-t-elle? Je pense que la liberté d'expression en France est en recul, mais paradoxalement, et là je rejoins Tillinac, que vous devez probablement apprécier aussi, avec qui nous échangions récemment, on dirait qu'il y a un recul du politiquement correct. Le peuple de France, le français de base, on le voit dans les débats télévisés, a une parole qui se libère. Et là, il faut rendre hommage à Sarkozy. C'est sous Sarkozy qu'il y a eu une libération de la parole, puisque pour la première fois, quelqu'un qui n'était pas un facho réhabilitait les thèmes de l'identité, de la nation, de la frontière, de la patrie. Donc il y a une libération de la parole, et on a moins de culpabilisation, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de lois qui suppriment des mots, interdisent des expressions, pénalisent les uns et les autres. Alors dès qu'on parle des lobbies sexuels, dès qu'on parle des lobbies ethno-religieux, dès que l'on parle de telle ou telle communauté, même sans haine, on est tout de suite suspect. D'ailleurs, il y a même certains thèmes qui peuvent être abordés que par les intéressés.
Sur certains thèmes, il faut faire partie de la communauté minoritaire pour avoir le droit de s'exprimer, sinon on est déjà suspect, rien que par le fait qu'on n'est pas, par exemple, les nouvelles théories des racisés. Ne peuvent aller dans des réunions antiracistes que les racisés eux-mêmes. Le blanc, blond aux yeux bleus, mais même antiraciste, est interdit dans certaines réunions. Enfin, c'est un véritable délire. Mais malheureusement, il y a des juristes et des intellectuels qui veulent faire intégrer tout cela dans le droit. Une sorte de communautarisation du droit et le droit utilisé comme système répressif pour créer un homme nouveau. Un homme nouveau qui serait totalement anti-occidental et qui aurait renoncé à toute forme de patriotisme français ou occidental. Ceci est terrifiant, mais ça n'empêche pas la libération de la parole, parce que plus le système réprime, plus le français de base vote populiste, plus les intellectuels style Berkoff, Zemmour, Gonadel réagissent. Donc c'est paradoxal, on a un durcissement du politiquement correct, mais paradoxalement, c'est assez logique d'ailleurs, une réaction anti-politiquement correcte de libération de la parole. Où en êtes-vous, Alexandre Delval, de vos activités politiques? Est-ce que vous continuez à les avoir ou bien les avez-vous abandonnées? Non. J'ai renoué avec ma première discipline qui est la géopolitique, étudier les conflits, les rivalités de pouvoir sur un territoire, c'est la définition d'Yves Lacoste de la géopolitique. J'ai repris d'ailleurs mes études universitaires de doctorat dans les années 2010 pour cela. Et j'ai renoncé totalement à l'engagement politique que j'avais commencé avec Pasqua et De Villiers. J'avais été un peu RPR, Pasqua, De Villiers quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai rejoint l'UMP quand j'ai trouvé que ce mouvement, grâce à Sarkozy, était très unificateur. Il réconciliait des souverainistes à la Seguin-Pasqua avec des gens attachés à l'identité chrétienne, mais aussi des gens de droite plus centristes. Ça me paraissait intéressant. Ça a été un échec, malheureusement. Sarkozy en est responsable. Il a été un grand espoir. J'ai énormément investi de mon temps et de mon cœur dans le projet de Sarkozy en 2007, mais le lendemain de l'élection, on faisait l'ouverture à gauche et on nous expliquait que le programme annoncé n'allait pas être appliqué et servait à rien. C'était une grande déception. J'ai adoré le programme de Nicolas Sarkozy. J'ai été fasciné par le charisme et le courage quand même de l'homme. C'est un homme qui a un courage physique, il a libéré des otages un par un. Donc je croyais que ça pouvait être l'homme de la situation. Et le lendemain de l'élection, il nous expliquait qu'on n'allait pas être fidèle envers les amis du parti, mais qu'on allait s'ouvrir à la gauche et à n'importe quoi. D'où la fameuse phrase de Devedjian, on pourrait peut-être s'ouvrir y compris à ceux qui ont été les premiers partisans du président. Et donc, grande déception, pas uniquement de Devedjian, mais de nombreuses personnes qui ont cru à cette aventure. Et depuis, j'ai arrêté la politique. Je me suis dit, si même cet espoir-là a pu être totalement gâché, et ne parlons pas de la guerre en Libye, le parti qui était le mien, moi j'avais même créé un courant dans l'UMP qui s'appelait la droite libre, avec Rachid Kassi, un homme issu de l'immigration kabyle musulmane, et j'avais beaucoup d'espoir, et tout cela, je me suis dit, mais ça ne sert à rien, parce qu'aujourd'hui, un homme politique ne s'intéresse qu'au sondage. Le peuple de France, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est le sondeur et le sondé, c'est le commentateur du sondage, c'est la façon dont il va être bien traité ou pas dans une émission de télévision. Et tant que l'homme politique ne voudra plaire qu'aux faiseurs d'opinion et aux pseudo ceux qui représentent soi-disant l'opinion publique, mais qui en fait le formatent, c'est-à-dire les médias et quelques grands intellectuels autorisés, alors qu'en fait, comme Trump l'a compris, ou Bolsonaro, ou Salvini, ou Orban, aujourd'hui, avec les moyens, avec les réseaux sociaux, on peut connecter directement avec la masse sans mépris, avec le peuple, eh bien, ils perdront la connexion avec le réel et ils seront désavoués. Donc aujourd'hui, mon camp, parce que je reste quand même pour une droite, j'allais dire modérée. J'ai pas envie d'aller dans les mouvements populistes, même si je ne les juge pas, et c'est leur droit et leur respect, mais je suis déçu par mon camp, la droite un peu, je dirais, ex-RPR, Pasqua, qui n'a pas réussi. Et je me rends compte que les populistes, eux, sont totalement carbonisés, et ils sont ringardisés, ils sont assimilés, même quand ils sont respectables, comme Dupont-Aignan, qui n'est pas un facho, ils sont mis dans une case. Il est presque impossible aujourd'hui de faire une politique souverainiste, populaire, pour une droite décomplexée mais raisonnable. Non, on est prisonnier d'un système qui nous caricature. Donc je me dis, mieux vaut faire de la métapolitique que de la politique. C'est d'ailleurs ce que me disait De Villiers dans une rencontre il y a un an.
il m'expliquait que c'était très important de faire aussi de la métapolitique, de la politique non politicienne. Et c'est même ce que m'a dit un jour Aznar. Aznar, qui venait de quitter son poste de président du Conseil après cette catastrophe qui était l'attentat de Madrid en 2004, il m'expliquait, avec ma fondation, la FAES, aujourd'hui, nous publions des livres, nous faisons des rapports, nous influençons les intellectuels et les hommes politiques. Il me dit, j'ai l'impression d'être plus utile politiquement que lorsque j'étais président du Conseil. C'est intéressant, peut-être qu'il y avait une part de démagogie, mais il avait l'air quand même d'y croire. Et la FAES, en Espagne, c'est quelque chose. C'est un think tank qui a beaucoup plus d'influence que les universités. C'est un think tank à l'américaine, la FAES. Même en Amérique latine, la FAES produit des rapports qui sont repris dans les médias, par les politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est plus intéressant de faire de la géopolitique pour le bien de la collectivité, donner des pistes de vivre ensemble, pour que notre nation continue à fonctionner correctement. Et c'est presque plus efficace que de faire de la politique politicienne qui vous oblige à être démagogue ou être dans une case, le méchant populiste ou le bobo. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Pardon. Vous parlez des populistes. Que pensez-vous des États qualifiés de populistes, Orban, l'Autriche, éventuellement la Pologne? Est-ce que vous trouvez qu'on a une attitude habile, intelligente à leur égard ou pas du tout? Non, on n'est pas du tout habile. J'en parlais justement avec des élus du Parti populaire européen. Je conseille certains élus italiens du Parti populaire européen qui me disaient, d'ailleurs c'est étonnant les décalages de culture, en Italie ça pose beaucoup moins de problèmes, Orban, pour les gens qui sont membres du Parti populaire européen, c'est la droite modérée, majoritaire. Ceux qui ont voulu l'exclure venaient d'autres pays. Il y a une sorte de géographie du politiquement correct, et cette tentative d'exclure Orban du Parti populaire européen ne va faire que faire éclater ce parti. Orban est très populaire chez lui, il est même extrêmement populaire chez lui, et ce qu'on oublie, c'est que Viktor Orban, ce n'est pas l'extrême droite. Le populisme, je ne sais même pas s'il assume ce mot, lui il parle de démocratie libérale, par opposition à ce libertarisme plutôt qu'au libéralisme. Aujourd'hui, Orban est l'homme qui empêche la vraie extrême droite fascisante d'arriver au pouvoir. Ce qu'on oublie, c'est qu'en Hongrie, tout le monde sait en Hongrie que c'est grâce à Orban, ancien militant qui luttait contre le soviétisme, plutôt libéral à l'origine, c'est grâce à lui que la vraie extrême droite fascisante, antisémite, nauséabonde, comme disent la gauche, n'est pas au pouvoir. Alors, il y a des mouvements populistes qui ont une généalogie fascisante. Par exemple, le Vlaams Belang en Belgique a une origine beaucoup plus extrême droite que Orban ou que Salvini. Les choses sont complexes et malheureusement, quand on met tout dans la même case, populiste, fasciste, qui pourtant n'est pas synonyme, eh bien, on n'aide pas à pacifier les choses et ça fait des mésententes entre Européens. Aujourd'hui, il y a deux Europes. Il y a une Europe bobolande, politiquement correcte, qui se veut donneur de leçons de morale, multiculturaliste et qui croit qu'il faut faire des concessions, y compris aux islamistes. Et cette Europe fait peur parce qu'elle est en train de s'islamiser, elle sombre dans le communautarisme. Et il y a une Europe de l'Est qui est traitée de fasciste alors qu'elle est juste traumatisée par le communisme, et elle sait ce que c'est que la langue de bois d'extrême gauche, elle sait que l'accusation de fasciste était également ce que disaient les staliniens pour mettre les gens dans les goulags. Cette Europe de Visegrad, dont Orban est un peu le leader, avec la Pologne, elle dit « on n'a pas de leçon à recevoir d'une Europe de l'Ouest qui est en train de s'engouffrer dans le communautarisme, qui a renié ses valeurs et qui nous a abandonnés lorsque nous étions occupés par le stalinisme. Une Europe de l'Ouest dont les héros intellectuels, notamment à Paris, étaient des Sartres qui niaient les goulags. » Et ça, c'est triste parce qu'on n'arrive plus à se parler entre l'Europe de l'Est traumatisée par le communisme et l'Europe de l'Ouest qui, traumatisée soi-disant par le fascisme avec lequel elle avait collaboré, pour se faire pardonner, elle se fait harakiri. C'est un peu ce que pense Orban. Orban dit « vous êtes fous, c'est pas parce qu'il y a eu le fascisme et le nazisme que pour vous faire pardonner, pour expier vos fautes, vous devez disparaître. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'a fait Hitler, et si vous êtes vraiment contre Hitler, ben vous n'avez pas à vous sentir coupable de ce qu'a fait Hitler. Vous n'avez pas à vous faire harakiri et à faire disparaître l'identité de vos nations, juste pour comme disaient les 68 arts, CRS, SS, plus jamais ça. C'est complètement débile, c'est du suicide collectif. Là, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Golnadel, dans La martyrocratie, ça fait des années qu'il a expliqué tout ça. L'instrumentalisation des douleurs de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale au service d'un projet d'extrême gauche de démantèlement des États est obscène. Et c'est un peu ce que nous dit Orban. Orban, il dit, nous, on ne marche pas, parce que nous, on était traités de fachos quand on était contre Staline. On sait que ça ne veut rien dire. Votre accusation, cette réduction ad Hitlerum est une arme de guerre pour détruire les nations. On ne marche pas.
Et donc ces deux Europes ne se comprennent plus. Et au Parlement européen, on le voit, au Parlement européen, il y a les pays de l'Europe de l'Est, y compris la Tchéquie, dirigée par un parti socialisant, mais qui est plus à droite que la droite française. Donc les clivages aujourd'hui sont même plus géographiques que idéologiques. Vous avez été qualifié de conservateur, voire de réactionnaire. Vous avez fait l'objet d'un certain nombre de polémiques. Laquelle vous apparaît la plus injuste à votre égard ? De très loin, la plus injuste, c'était l'accusation de venir de l'ultra-droite, le Grèce, nouvelle droite paganisante. C'était tellement stupide. Quand j'étais jeune étudiant, j'étais inscrit au chapelet étudiant chaque midi à Sciences Po Aix. Il y avait un chapelet étudiant. J'étais un catholique ultra pratiquant. Avec l'âge, on l'est un peu moins, parce que voilà. Mais je ne renie pas ça du tout. Et cette accusation d'avoir été un peu... Le problème de Taguieff aussi. Taguieff a été accusé par le journal Le Monde, comme moi, en première page. À quelques années de différence, on a tous les deux été accusés d'avoir été proches de la nouvelle droite néo-païenne, alors que lui, il avait étudié en tant que chercheur, et donc il était allé faire des débats avec Alain de Benoît, et moi, parce que je suis libéral, foncièrement au sens conservateur du thème, mais libéral, pour la liberté, j'ai été parler avec tout le monde, j'ai été faire des conférences partout, et entre autres, il m'est arrivé de faire des conférences avec des gens issus de la nouvelle droite, comme j'en ai fait avec des gauchistes, comme j'en ai fait avec des milieux arméniens, juifs, UMP, souverainistes, Pasqua, Villiers. J'étais parlé partout où il y avait des débats. Et je trouve que ce qui est terrible en France, vous êtes sur un podium avec un tel à faire un débat il y a 20 ans, et on vous accuse d'être de même nature que la personne qui débattait avec vous. Alors que quand on débat, on n'est pas forcément d'accord. Et quand on écrit dans un journal, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'écrivent tous les gens qui écrivent dans le même journal. Donc ce qui m'a le plus blessé, même si on ne devrait pas être blessé, c'était quand on m'a accusé d'être des choses que je ne suis pas. Là, je ne peux pas l'assumer, je ne l'ai pas été. Si je l'avais été, j'aurais pu dire « j'ai changé », mais je n'ai jamais été fascisant ou paganisant ou nouvelle droite. Et ça m'a beaucoup ennuyé, mais maintenant, ça ne me fait plus rien parce que je me dis, finalement, ces gens n'ont que ça. Sans me vanter, je ne veux pas être un grand intellectuel, mais je fais des livres qui font en moyenne entre 500 et 600 pages, avec des centaines de notes, de références, qui sont le fruit de travaux universitaires très, très compliqués. Et je me dis, finalement, mes détracteurs, finalement, m'honorent. Lorsqu'ils m'ont traité de tout, j'ai eu droit aussi à sionistes, agents du Mossad, russes, agents serbes, parce que j'avais défendu les Serbes. J'ai eu droit à tout, hein. Et j'ai eu droit à tout et son contraire, catho-intégriste païen, gaulliste, Mossad, russe, enfin j'ai eu droit vraiment à tout. C'est incroyable. C'est un tissu de conneries. Quand on lit mon Wikipédia, qui est saboté en permanence, c'est un tissu d'incohérence. Mais je pense que tout simplement, c'est flatteur. Mes ennemis n'ont pas réussi à contrecarrer mes arguments. J'avais prédit l'évolution de la Turquie islamiste d'Erdogan, national-islamiste. J'avais été un des premiers à montrer la photo de Ben Laden sur un de mes livres dans les années 90, avant même que les gens connaissent Al-Qaïda. J'avais annoncé la dérive de l'islamo-communautarisme des frères musulmans, tant en Turquie qu'en Europe. J'avais dénoncé les guerres en Irak en disant que dès les années 90, que ce serait l'ouverture de la boîte de Pandore de l'islamisme radical dans tout le Moyen-Orient. Sans me vanter, je sais que ça fait vantard, mais aucune de mes thèses n'a été démentie. Donc mes ennemis n'ont que des attaques basses. Comme dit Orban, quand ils nous mettaient dans des goulags, ils nous traitaient de fascistes. C'est bien connu. C'est la réductio ad Hitlerum que le grand philosophe juif allemand devenu américain Léo Strauss dénonçait déjà en 1952. Extraordinaire. Léo Strauss dit en 1952, dans son livre « Droit naturel et histoire », quand ils voudront vous détruire, vous attaquer, ils utiliseront la réductio ad Hitlerum. C'est un juif rescapé de la Shoah qui lui-même l'écrit. Il dit ce sera obscène, mais il y a une telle charge émotionnelle avec l'argument de la Seconde Guerre mondiale que invoquer cette mémoire douloureuse, c'est trop tentant pour les manipulateurs pour essayer de diaboliser ad vitam aeternam leurs concurrents. Justement, Alexandre Delval, vous venez d'évoquer vos livres et le dernier a beaucoup de succès. Vous pouvez nous en résumer l'esprit ? Oui, la stratégie de l'intimidation, c'est un gros pavé avec plein de documents, mais bizarrement, il a eu du succès uniquement grâce à une formule que j'avoue, parce que moi je suis honnête intellectuellement, je dois à un de mes amis, un Égyptien converti au christianisme, très connu en Italie, ancien directeur du Corriere della Sera, Magdi Allam, devenu aussi un député européen. On appelle ça les taglialingue, ceux qui coupent
les langues. Et cette expression que j'ai reprise dans mon livre, je commence le livre sur les coupeurs de tête, les djihadistes, ne sont pas le véritable danger. C'est un danger parce qu'ils tuent. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais les pires, c'est les islamistes coupeurs de langue, ceux qui ne coupent pas les têtes, mais ils vous font taire en vous coupant symboliquement les langues, en vous traitant d'islamophobes et en faisant croire que tout débat autour de l'islam, toute interpellation des textes de l'islam à chaque attentat, il est quand même logique que l'on revienne aux textes de l'islam qui justifient le meurtre. Si on veut lutter contre le terrorisme, certes, il ne faut pas accuser les musulmans d'être tous responsables, mais il ne faut pas hésiter à dire que les djihadistes, pour justifier leurs crimes, s'appuient sur certaines sourates du Coran qui devraient être interprétées de manière contextuelle, et ils s'appuient aussi sur des textes comme les hadiths qui incitent au meurtre contre le mécréant non soumis. Dire cela n'est pas islamophobe, mais les islamistes coupeurs de langue ont réussi à empêcher tout débat autour des textes auxquels se réfèrent les djihadistes. Et donc, comment voulez-vous lutter? C'est comme si on voulait lutter contre l'extrême droite, et l'extrême droite fascisante et nazifiante, mais sans jamais oser avouer que Hitler a eu une influence sur eux, que des textes comme Mein Kampf, ou les protocoles des sages de Sion, ou le mythe du XXe siècle de Rosenberg aient eu des influences. On ne peut pas lutter contre les résultats d'une idéologie, les résultats violents d'une idéologie, si on ne remonte pas à la source textuelle de cette idéologie. Et donc, le génie des coupeurs de langue, c'est ça, c'est nous avoir fait taire, ils nous ont coupé les langues. Et c'est ça qui a fait le succès de cette stratégie de l'intimidation. Je montre qu'on peut intimider physiquement, un peu comme Al Capone qui disait « Vous faites une proposition avec un flingue, c'est plus convaincant », mais on peut intimider psychologiquement par l'instrumentalisation de la culpabilisation. Et croyez-moi, les islamistes, les coupeurs de langue, ceux qui ne sont pas djihadistes, ils savent très bien qu'ils obtiennent bien plus en instrumentalisant notre complexe, d'où mon livre aussi, Le complexe occidental, que j'avais écrit bien plus tôt. Notre complexe est un vecteur d'islamisation encore plus efficace que le terrorisme. Les uns pensent qu'ils nous soumettront en nous faisant peur. C'est pas tout à fait stupide d'ailleurs, c'est connu depuis l'extrême gauche et les anarchistes, la fameuse propagande par l'action. Les djihadistes ont mené à leur paroxysme cette stratégie de la propagande par l'action, propre aux anarchos et à l'extrême gauche depuis le XIXe siècle. Mais les coupeurs de langue, eux, se disent encore plus efficaces que la sidération par la peur physique. On va couper les langues par la culpabilisation et on va retourner les valeurs de la démocratie et de la tolérance contre les artisans de la tolérance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Karl Popper. Karl Popper, dans son livre « La société ouverte et ses ennemis », il dit « On peut être ouvert, mais on ne peut pas être ouvert à celui qui veut nous détruire. » Et c'est là qu'on trahit. Quand M. Soros baptise ses organisations Open Society en reprenant l'expression de son maître Karl Popper, il n'a pas lu Karl Popper, ou il ment, parce qu'il l'a lu, donc il ment. Il sait très bien que Karl Popper n'a jamais prôné l'ouverture à n'importe qui. Karl Popper dit « on s'ouvre uniquement à ceux qui partagent nos valeurs ». Et Karl Popper a même des phrases très dures. Il dit « celui qui profite de l'ouverture pour venir détruire de l'intérieur nos valeurs, il faut être extrêmement dur avec lui », il dit même violent. Donc, j'invite tous les partisans de Soros à relire Karl Popper. Alexandre Delval, on arrive doucement à la fin. Que vous apporte, sur le plan intellectuel et humain, votre double culture franco-italienne? Alors, je vais vous avouer que j'en ai même trois, parce que j'ai une mère qui était espagnole, un père sicilien, et je suis français. Donc, j'aime énormément l'Espagne. D'où Delval, qui n'est pas mon vrai nom, qui est un nom espagnol que j'ai repris de ma mère. La France, c'est ma patrie, j'allais dire presque charnelle. Quand on a vécu en France et qu'on est imprégné de cette culture, on oublie même ses origines. Mais en privé, j'ai gardé cette culture italienne parce que j'ai été éduqué par ma famille italienne et j'ai hérité de la langue, à la fois la langue sicilienne, le dialecte de mon père, le dialecte sicilien et la langue italienne que j'ai appris aussi à Milan quand j'ai continué mes études. J'ai beaucoup publié en Italie, je suis très souvent en Italie. Je me sens foncièrement français, mais en même temps très italien en Italie. Bon, c'est pas contradictoire. Et c'est très intéressant parce que ça a beau être proche. On dit souvent que les Italiens, c'est des Français qui sourient ou des Français, c'est les Italiens qui ne sourient pas. En fait, non, les Italiens, ils ne sourient pas tout le temps. Mais par contre, il y a une vraie différence, même si on est très proche. On est des cousins. C'est le peuple le plus proche de la France, surtout de la France du Sud. Mais il y a une très, très grande différence. Et c'est pour ça que c'est bien qu'un Italien vienne en France et un Français en Italie.
En Italie, il n'y a pas ce politiquement correct. Il y a une vision de l'histoire et du passé qui est tout à fait différente. Les Italiens ont des grands défauts, c'est des menefreghisti. Ils ont un côté je m'en foutiste. Rien n'est sérieux. Tout est commedia dell'arte. Et ça, c'est assez pénible parce qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne en dehors de la nourriture sur laquelle on ne badine pas en Italie. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a ce côté je m'en foutiste. Finalement, je pense à ma famille et mon truc individuel et le reste. Le français a quand même un peu plus l'instinct civique, un peu plus un État efficace. En Italie, on paye plus de taxes, mais l'État est encore moins efficace et il redistribue encore moins. Donc, il n'y a pas que des qualités. Mais il y a une qualité qu'ont les Italiens, justement, c'est ce recul. Les mots ne sont que des mots. Un Italien ne va pas vous diaboliser, comme on fait en France, à souhaiter même votre mort parce que vous êtes réactionnaire. Moi, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde, même dans des pays arabes, je n'ai pas vu l'intolérance qu'à la gauche française. La gauche italienne, c'est un délice à côté de la gauche française. J'ai fait des débats avec des communistes, des écologistes, des gens du Partito Democratico, il y avait des gens de la Ligue Nord, des communistes, des gens de gauche, des berlusconiens dans la même table. C'était un peu vif, mais il y avait un respect, et après, on se serrait la main, on s'embrassait et on se disait sans rancune. Moi, j'ai connu des débats avec des gens de gauche et d'extrême gauche en France où la personne, pendant la pause, vous dit « c'est scandaleux ce que vous faites, je combats tout ce que vous êtes » et à la fin, il ne vous dit pas au revoir et il vous souhaite presque votre mort. La grande différence entre la France et l'Italie, c'est ça. Je pense que l'Italie devrait prendre de la France une plus grande efficacité administrative, un plus grand sens du collectif, mais la France devrait prendre de l'Italie l'art de discourir, la disputatio, c'est très bien, mais on n'oublie pas quand même qu'on est tous des humains et que c'est pas grave si on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on peut le dire même en hurlant, mais on reste quand même, c'est quand même notre prochain. On peut quand même aimer même celui qui est du parti opposé. Même l'ennemi politique, c'est pas quelqu'un qu'on va trucider, on est quand même en démocratie. Merci Alexandre Delval de bien vouloir terminer cet entretien par ce double éloge contrasté. Merci beaucoup. Merci à vous.